je peux voir Pat Riley envoyer Jimmy Butler dans un endroit qui n'est pas forcément désirable pour Jimmy Butler. Vous le sentez pas comme ça, les gars? Ah non. Non. Ça va s'envenimer, je pense, mais ça va pas bouger. Ouais. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Dunk Hebdo. On espère que vous allez bien. Grégoire à la présentation ce soir, mais vous avez repéré quelqu'un que vous connaissez pour être l'animateur phare de cette émission hebdomadaire. Ben, comment vas-tu? Enfin dans une chaise d'analyste analytics de Dunk Hebdo. Comment vas-tu? Ça va très très bien, Greg. Quand tu m'as proposé ça cet après-midi, j'ai dit bah oui, vas-y, j'adore laisser parfois la présentation, même si du coup j'aborde le podcast avec un peu de stress parce que du coup je me dis est-ce qu'ils ont pensé à ça, ça et ça, mais voilà, je suis très heureux d'être dans cette position-là qui est beaucoup plus confortable. Soyons honnêtes. Et puis il est temps de remettre l'église au milieu du village et de montrer au monde tes talents d'analyste. Il est quand même grand temps que tout le monde se rappelle de ta pertinence sur le sujet basket. En parlant de pertinence sur le sujet basket, c'est trop peu de dire qu'on a le GOAT avec nous. Thomas, comment ça va? Ça va, écoute, quel compliment pour débuter, pour ce retour en fanfare. Écoute, content d'enregistrer avec vous. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'étais pas réapparu au niveau des podcasts, donc content de faire un petit retour. Voilà, c'est la Coupe de France. Je reviens avec mon maillot longue manche. Pitch. Ils viennent de nous faire une auto-comparaison avec Bernard Lama, PSG grande époque. C'est beau, c'est très beau, avec les maillots bariolés là. Petit queue de cheval et raie rasé sur les côtés. Alors là, attention, parce que ChatGPT fonctionne très bien. On va générer des avatars pour la vignette. Ça va être incroyable. Alors, on a un thème ce soir qui nous a été donné par Adrien, je crois, si je me souviens bien, dans la convo, les gars, à qui on passe évidemment le bonjour, comme à tous les autres membres de Dunk Hebdo. Mais avant de vous dévoiler le thème, on va vous rappeler 2-3 bricoles que vous avez l'habitude d'entendre de la bouche de Ben ou d'Adrien. Vous vous abonnez sur toutes les plateformes, vous nous laissez un max d'étoiles et de pouces bleus partout, YouTube ou vos plateformes de streaming préférées. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui a été ordonné par Tom, mais proposé par Adrien, et on va parler des indésirables qu'on va lister tout à l'heure. Ce n'est pas tout à fait les indésirables de Dunk Hebdo, c'est les indésirables dans leur franchise, mais on a fait une liste Dunk Hebdo. Voilà, donc c'est un thème qui va être assez fun, je pense, à aborder, mais il va falloir qu'on définisse 2-3 bricoles avant. On fait ça tout de suite après la petite pause. Et on enchaîne. On est de retour dans Dunk Hebdo et je vais te lancer, Tom, sans perdre trop de temps, sur la notion d'indésirable. Je pense que tu as 2-3 billes à donner sur le sujet. Je te lance sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, de quel type de joueur on parle, etc. Je trouve que la notion d'indésirable, c'est une notion qui est importante parce que, en fait, c'est un joueur qui a souvent un peu une partie de l'avenir de la franchise entre ses mains. C'est-à-dire que on attend de pouvoir s'en débarrasser, entre guillemets, pour passer à autre chose. Et tant qu'il est là, il fait toujours référence à des vestiges du passé. La franchise ne peut pas aller de l'avant ou ne peut pas se concentrer pleinement à son futur. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est important puisque c'est quand même très fort d'être souvent, parfois, en tout cas dans les termes, dans les indésirables, entre guillemets, surtout en tout cas ceux qu'on a choisis, c'est d'avoir été un joueur majeur de l'équipe et de passer de joueur majeur à pestiféré. Il y a cette notion d'avoir été un joueur majeur au-delà de l'équipe, du projet, et de devenir un joueur dont on a compris qu'il faisait partie du plafond, en fait, finalement, de l'équipe. Ben, toi, tu as un complément de définition à apporter à ce que vient de dire Tom? Oui, en fait, pour moi, déjà, il faut partir un peu des 3 valeurs qui définissent la valeur d'un joueur NBA. Ensuite, voir ce qui manque quand tu deviens indésirable. En gros, vous voyez les diagrammes là, qui ont un peu les cercles entremêlés, là, les diagrammes de veine. Imaginons que, pour moi, il y a les 3 P. Oui, c'est mon élément de langage que j'ai trouvé cet après-midi. Il y a du coup le P de projet, le P de prix, le P de performance. En gros, il y a ta place dans le projet, combien tu coûtes dans une ligue avec un salary cap, forcément la question financière se pose, et ton prix et tes performances, pardon. Et en gros, pour moi, tout joueur doit répondre à 2 critères. Donc, par exemple, il est en face avec le projet, il a un contrat avantageux, même si les perfs sont parfois ric-rac, le joueur sera pas considéré comme indésirable. Le joueur est performant, il est dans le projet, bon, il coûte cher, mais on va s'en accommoder. Et
quand on fera la liste, on verra que la plupart des joueurs dont on va parler, en fait, il y a 2 des 3 composantes qui ne valident pas. Soit ils coûtent trop cher, soit la performance est plus au niveau, soit ils sont plus dans le projet. Donc en fait, pour moi, c'est ça indésirable. Bien évidemment, à un certain niveau de jeu, hein, comme la performance. Hein, je parle pas de, bien évidemment, la performance est proportionnée au niveau du joueur de base, mais il y a ça, il y a cette idée que tu ne réponds plus à 2 des 3 composantes. Donc au bout d'un moment, ta place est plus dans l'effectif, tout simplement. Oui, quand tu réponds à 2 composantes, il y a un côté, on peut construire avec toi dans la franchise, même si tout n'est pas parfait, et on fait à la limite des agrégats autour pour aider à ce que tu casses le plafond, puisqu'on parle souvent quand même de joueurs stars, voire de superstars. Mais effectivement, et quand tu as les 3, pour citer par exemple Nikola peut-être Jokic. voilà, exactement, Nikola Jokic, mais aussi des joueurs beaucoup plus jeunes qui sont dans des projets qui cartonnent en ce moment. Mais Darius Garland, par exemple, sur sa saison en ce moment, je trouve à Cleveland, pour moi, tous les voyants sont au vert sur ton diagramme. On pourrait citer aussi Banchero. Cette saison, quand bien même il a été blessé sur le début de la saison, clairement, il a tous les voyants qui sont ouverts. Ce genre de joueurs, effectivement, sont hyper valorisants dans une franchise et valorisés dans une franchise parce qu'ils mettent tous les voyants ouverts. Mais rares sont les joueurs qui ont tous les voyants au rouge. Mais ceux dont on parle aujourd'hui, il y en a quelques-uns quand même. Oui. Peut-être qu'il y a 1 ou 2 noms de la liste en fonction des sensibilités politiques qui pourraient déraper dans les 3 voyants rouges. Mais c'est vrai qu'on peut vite se retrouver avec 2 voyants rouges et les franchises n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps d'essayer de renégocier des contrats, etc. Surtout dans un CBA qui est très agressif pour les franchises et pour les joueurs. Maintenant qu'on a vu un peu ce qu'était la notion d'indésirable, est-ce qu'on peut déterminer, pour vous les gars, peut-être je te relance ce tome là-dessus, un point de départ sur ce genre de situation? Est-ce que c'est le déclenchement du fait, enfin, est-ce que c'est une franchise qui se rend compte que le contrat n'est plus à la hauteur des rendements? Est-ce que c'est des trop longues blessures? Est-ce qu'on peut peut-être mettre en lumière des points de départ particuliers qui génèrent ce genre de situation? Pour moi, il peut y avoir plusieurs points de départ différents. Le premier, ça va être le point de départ financier. La question, par exemple, du troisième contrat en NBA. On sait que, par exemple, le premier contrat, ça va être ton rookie scale, normalement. Ton deuxième contrat, ça va être ta prolongation, qui est généralement matchée, où on te propose, il n'y a pas vraiment de négociation. Il y a Brian Windhorst d'ESPN qui appelle ça un peu le fun max. Et le troisième contrat, c'est la première fois où toi, tu deviens agent libre non restreint, où tu as la possibilité de faire ton propre choix. Et c'est aussi un moment où tu es censé arriver justement dans le contrat, soit dans ton prime, soit qui va t'amener potentiellement en fin de prime. Et il y a des franchises qui peuvent se poser la question de ce joueur-là, je sais pas si j'ai envie de lui donner autant. Donc du coup, elles vont décider peut-être de te transférer avant de te payer. Ou d'autres franchises qui vont se dire, sa valeur est au plus bas actuellement, personne ne me propose rien. Je vais le signer avec un contrat pour pouvoir l'échanger derrière. C'est juste qu'aujourd'hui, le timing ne le permet pas. Donc, je pense que ça, c'est le premier cas de figure. Il y a la partie contractuelle qui rentre en jeu. La deuxième chose, moi, je dirais, c'est vraiment l'apport terrain. L'apport terrain et des changements qu'ils peuvent avoir au niveau du terrain. Par exemple, un joueur qui est censé être un joueur majeur qui crée des problèmes dans l'effectif. Ben Simmons, par exemple, qui était un joueur majeur du projet, qui finalement ne s'entend plus avec l'une des stars, ou à un moment il y a eu la problématique avec Kyrie Irving, ou même avec James Harden un peu après. Donc ce sont des joueurs où il y avait une certaine valeur terrain dans l'équipe où ils étaient, la valeur terrain a chuté à un moment donné, ou sinon il y a eu des éléments extra-sportifs qui font que ces joueurs-là sont devenus indésirables. Et la troisième, pour moi, c'est vraiment le changement de projet. Donc c'est quelque chose qui vient d'en haut et de la direction. Changement de coach, changement de management, nécessité de réduire les coûts, et puis liquidation. Ouais, le terme liquidation, il est grave juste dans ce contexte-là. Mais c'est marrant parce que les 2 premières situations que tu as citées, j'ai 2 joueurs des Suns qui m'apparaissent en tête directement. Il y a Steve Nash à l'époque du côté des Mavericks, puisqu'il faut pas oublier, Steve Nash arrive aux Suns à l'âge de 30 ans, donc on est clairement dans le prime. Il faut aussi remettre en perspective ce que tu disais, Tom, sur ce troisième contrat. C'est le contrat qui généralement arrive à un moment où le joueur a joué 1 ou 2 saisons max dans son prime. Donc, on est vraiment au top de la valeur
potentiel d'un joueur. Entre ta 7e et ta 8e année, généralement. Entre Oui, ta c'est ça, 7e, exactement. ta 8e, voire 9e année. Quand t'es arrivé, quand t'as fait au moins 2 ou 3 ans à NCAA. Parce que t'as par exemple Devin Booker à 28 ans aujourd'hui et il a 10 ans de NBA déjà. Mais donc il y a le cas Steve Nash au Mavs que Mark Cuban n'a pas voulu payer et qui du coup flambe du côté de Phoenix ensuite. Et après, moi je pense à DeAndre Ayton du coup qui s'est rendu indésirable par comportement également ensuite. Ben, t'as des billes à rajouter sur cette notion de variables qui peuvent influencer le statut d'un joueur dans une équipe et le rendre indésirable? Pas vraiment, je vais juste un peu paraphraser Tom ou résumer, c'est que si on reprend les les fameuses catégories du début, c'est un ajustement dans une des catégories en fait. C'est soit que le projet évolue et que toi du coup tu ne rentres plus dans ce projet, c'est soit qu'au niveau du prix tu évolues et tu évolues plus en rapport avec tes performances terrain, et il y a les performances terrain qui amènent un réajustement. Alors bien évidemment, en plus de ça, Tom l'a dit, il y a peut-être et on en parlera avec certains joueurs d'aujourd'hui, il y a peut-être des éléments hors terrain qui peuvent se greffer, mais là, on est quand même sur des joueurs qui sont en général assez bons, assez dominants, assez élevés dans la hiérarchie NBA. Donc, les franchises ont tendance à s'accommoder avec beaucoup de comportements. Soyons très honnêtes. Donc, il faut vraiment que le hors-terrain soit extrêmement salé pour que ça puisse jouer de manière significative dans le fait de devenir indésirable. Enfin, concrètement, moi, j'ai pas de souvenir de mecs devenant indésirables à comparer au niveau des joueurs qu'on a dans la liste uniquement sur du hors-terrain. Si c'est du hors-terrain, c'est du hors-terrain pénalement problématique. C'est pas du hors-terrain, il a raté l'avion cette semaine. Voilà. Ouais, j'ai un seul cas qui me vient, mais clairement sur les grosses histoires à la Kobe ou Derrick Rose par exemple, il s'est rien passé dans les franchises. Voilà. Le cas Jason Kidd, par contre, a été géré par Jerry Colangelo à l'époque general manager des Suns de manière un peu en deux temps quoi. Il a laissé finir la saison, mais par contre il a tradé aux Nets juste en fin de saison. Mais moi j'avais potentiellement juste 2 cas qui ont été un peu différents. Meta World Peace quand il est à Indiana. Ron Artest, qui devient indésirable suite à ce moment mémorable et cette géniale droite glissée de Stephen Jackson. Et je pensais à Gilbert Arenas aussi. Oui, aussi. Pour d'autres raisons, voilà, qui ne sont pas liées directement aux sportifs. C'est vrai. Au rayon superstar, c'est vrai. On va pas perdre de temps et on va enchaîner finalement assez directement sur la liste. Quels sont les points communs? On est 3, on connaît tous cette liste de 4-5 joueurs. Ben a un cas particulier dont il aimerait parler. Donc j'ai imposé. Exactement 4 plus 1, disons cette liste, voilà, comme les contrats, avec une team option qui a été posée par Ben. Mais 49-3. Exactement. Alors, je tiens à préciser que Adrien, qui est donc la personne derrière l'idée de ce podcast, a été dans mon sens. Il a dit qu'il fallait inclure ce joueur. Absolument. On aurait évidemment respecté la démocratie dans un kebdo. Et on va commencer cette liste. Ben, est-ce que tu veux commencer par le joueur de ton choix, peut-être, pour décrire sa situation et ce que t'en penses? Eh ben, vu qu'on a parlé d'Adrien... Non, vu qu'on a parlé d'Adrien, lançons sur Zach LaVine. Sur Chicago, pas Parce que moi, c'est peut-être celui qui sportivement m'intéresse le plus. Et oui, vu les noms après, ça va peut-être choquer. Pourquoi? Parce que franchement, cette année, Zach LaVine, qu'est-ce qui se passe? C'est absolument extraordinaire. Je regardais encore les stats avant d'enregistrer. Il est sur les 56 joueurs qui ont tenté plus de 203 points, il est numéro 1 au pourcentage de réussite. Il est premier en NBA aussi parmi les joueurs qui ont un gros volume, en step back à 45%. Il met tout à 3 points. Je pense à son 4e carton contre San Antonio, il y a quelques jours où il est, en termes de shot making, c'est une folie, et ça fait plusieurs semaines que c'est une folie en termes de shot making. Et pourquoi il est indésirable, ce joueur? 2 des 3 voyants sont au rouge, c'est le voyant prix, et c'est le voyant projet, en fait. Il s'inscrit plus vraiment dans le projet des Bulls, qui sont plus dans une phase de semi-reconstruction, mais qui ont déjà plus ou moins commencé ce processus. Je vous renvoie au podcast sur la reconstruction. Alors, moi, où je trouve que le statut d'indésirable de Zach LaVine est très intéressant, c'est parce que pour moi, il est assez symptomatique de l'état actuel de la NBA par rapport au contrat assez important. C'est-à-dire que, d'un point de vue niveau terrain, vu ce que montre Zach LaVine en ce moment,
une équipe qui a besoin, et c'est pas pour rien que Denver, il y avait par exemple des bruits récemment, une équipe qui a besoin d'une option 2-3 aurait tout intérêt à aller chercher un Zach LaVine. Et pourtant, il est considéré comme indésirable dans sa franchise parce que son contrat est exorbitant et parce que, voilà, on aimerait se séparer de lui. Mais je voulais commencer par Zach LaVine parce que actuellement, vraiment, mais regardez des matchs de Zach LaVine. Il est, en termes de domination, enfin, je veux dire, il a 2-3 finishes dans le match contre San Antonio sur Victor. Il y a très peu d'arrières qui ont les capacités en l'air à changer de main et à pouvoir faire ça. Donc, je pense que c'est un profil très intéressant, mais qui en dit plus sur la NBA que sur lui-même actuellement. C'est un joueur d'une grande propreté. Cette saison, vraiment, c'est assez incroyable. Et grande propreté dans tout ce qu'il entreprend en attaque et qui est pas si absent en défense. Et clairement, je trouvais que l'idée à Denver faisait sens. Et j'avais écouté notamment Adam Mares du côté du podcast All NBA avec Tim Legler. Legler, exactement, qui votait pour, évidemment, parce que c'est un fan des Nuggets, Adam Mares. Donc forcément, il votait pour. Mais je trouve que Zach LaVine, pour revenir au statut d'indésirable, pour moi, c'est le mec qui symbolise le plus qu'il est indésirable dans un contexte, mais extrêmement désirable dans beaucoup, beaucoup d'autres. Et notamment chez des contenders qui sont prêts à mettre le prix sur une deuxième ou troisième option offensive sur laquelle tu vas vraiment pouvoir compter, cette saison en tout cas, si les blessures le laissent jouer. Parce qu'on est vraiment sur un joueur dont le rendement est hyper intéressant et je trouve relativement à son prix, c'est OK en fait. C'est OK. C'est OK, c'est peut-être un poil surpayé, mais quand tu vois des joueurs qui sont aussi dans cette range-là et qui sont aux fraises, on va pas citer de nom parce qu'il y en a peut-être dans cette liste, lui, il n'insulte pas les fraises. Donc non, Zach LaVine, vraiment pour moi, symbole de cette définition du mec qui est indésirable dans un contexte, mais qui est clairement désiré dans d'autres, ou en tout cas qui devrait l'être dans d'autres. Et j'aimerais beaucoup que ça bouge à la trade deadline. Tom, un petit mot sur Zach LaVine? Tu vois, on parlait des éléments, entre guillemets, internes et externes qui peuvent potentiellement rendre un joueur indésirable. Ce qui s'est passé du côté de Chicago, c'est que le projet entre guillemets, le projet précédent dans lequel Zach LaVine s'inscrivait ne s'est pas matérialisé comme il aurait dû. C'est-à-dire que au moment où l'équipe mise entre guillemets sur Zach LaVine, c'est un projet où les jeunes sont censés éclore. C'est-à-dire que il est censé apporter le premier entre guillemets, il est censé être la génération qui maintient les fans dans les sièges, avec la deuxième génération qui va transformer l'équipe en contender pendant que lui rentre dans son prime. Donc les Patrick Williams, les Ayo Dosunmu, les Kobe White, qui pour certains ont réussi à passer ce step et pour d'autres sont restés derrière. Et du coup, le projet a pris du retard. Ils ont été obligés de partir sur du réoutillage, entre guillemets, pour faire du francisme entre guillemets, et ce qui a fait que Zach LaVine se retrouve un peu dans les indésirables. Moi, il me rappelle un peu, en tout cas la situation dans laquelle il me rappelle la situation de Joe Johnson à la fin des Hawks, au moment où les Nets viennent le chercher. C'est-à-dire que c'est un énorme contrat, c'est un super joueur, sauf que par rapport quand tu prends le contrat qu'il a et les autres joueurs de la ligue qui ont un contrat qui est à peu près similaire, il est en dessous. Et en fait, c'est ça la problématique. Si par exemple, Zach LaVine gagnait 10 à 15 millions de moins, il n'y aurait eu aucun problème. Ah oui. Et je pense quand même que les Bulls essaieraient même de le garder pour l'emmener justement dans le processus entre guillemets de reconstruction et d'être là pour épauler le prochain futur talent de la franchise. C'est que là, financièrement, c'est pas tenable, mais ce qui le rend encore plus indésirable, hein, à mon sens, hein, c'est vraiment ce côté les blessures qu'il y a eu par exemple la saison dernière, qui ont totalement fait chuter sa valeur, en tout cas d'un point de vue externe, et qui fait que voilà, il y a des doutes, il peut y avoir des doutes sur le futur, puisque c'est quand même un sacré engagement financier. Puis pour revenir sur ce que tu as dit, Tom, faut aussi se dire qu'au moment où il arrive par rapport au projet des Bulls, c'est que il n'est pas certain au moment où il arrive que c'est lui le centre du projet, en fait. Rappelons qu'il arrive de Minnesota. C'est un joueur de
quatrième année quand il arrive aux Bulls, c'est plutôt, tu vois, c'est le genre de pari, c'est pour ça qu'on dit souvent que les joueurs en troisième année sont échangés, c'est un pari de troisième année sur un joueur sur lequel tu peux avoir de la plus-value. Je pense qu'à ce moment-là, ils s'attendent pas à ce qu'ils aient un double All-Star 7-8 ans après, en fait. Il y a aussi... Mais limite, il mise sur Chris Dunn, hein. Oui. Non, mais quand il arrive, limite, ça mise plutôt sur Chris Dunn et Mark Cannon, tu vois, quand Mark Cannon qui était là et qui n'est plus là. Donc, en soi, Zach LaVine, qui avait quand même montré des choses du côté des Wolves, encore une fois, c'est les adaptations de projet. Rien ne disait à l'époque qu'il allait devenir le centre du projet, en tout cas une pièce maîtresse du projet. C'est pour ça aussi que, du coup, c'est un joueur où, et je pense que ça, faut aussi le mettre dans les indésirables, c'est que on est parfois sur des joueurs où, en termes de place dans le projet, il y a eu des moments où ça a été très difficile d'identifier leur place dans le projet. En fait, et moi, je trouve ça très intéressant que les 5 joueurs dont on va parler, à l'exception de mon Astérix, parce que sa place, c'est plutôt Obélix, hein. sa place dans le projet à lui est plutôt claire. C'est des joueurs sur lesquels leur place dans le projet à un moment pose question. Ouais, absolument. Et pour le coup, avec Zach LaVine, je pense que ce qui lui a peut-être pas rendu service, c'est l'arrivée de DeMar DeRozan, parce que ça peut être flouté qui était la première, qui était la deuxième option, et ça a peut-être plafonné ce que l'équipe pouvait faire, parce que on va pas s'en cacher, on est plusieurs dans l'équipe à trouver que DeMar DeRozan est un plafonneur d'équipe, ou en tout cas qu'il rapproche beaucoup le plancher du plafond dans une équipe, et que c'est pas celui par qui le plafond sera percé dans une franchise pour atteindre des objectifs les plus ambitieux de la NBA, c'est-à-dire gagner le titre, quoi. On rappelle, il reste 2 ans de contrat, dont une année en player option à Zach LaVine, qui se finit donc en 2027, et que c'est à peu près 30% du cap, donc c'est quand même costaud. C'est conséquent, ouais. On passe 2 ans après cette saison. Ouais, exact. Oui, 2 ans après cette saison jusqu'en 2027, ouais. On passe à un deuxième joueur. Tom, tu veux parler d'un joueur en particulier ? On peut, allez, je l'ai déjà fait un petit peu. On peut enchaîner sur Brandon Ingram. J'avais fait pendant la période de Noël. On est sur le cas encore une fois on va dire un élévateur de plancher qui est dans une équipe assez particulière, hein. C'est vrai que tu vois, on pouvait faire, j'ai fait un petit parallèle tout à l'heure entre par exemple la situation de Zach LaVine et celle que pouvait avoir Joe Johnson à un moment aux Hawks. En fait, si on prend cette équipe de New Orleans, en fait c'est la version manquée de la reconstruction de KC. C'est-à-dire que quand eux, ils commencent leur reconstruction, ils ont plein de pics de draft, puisqu'ils envoient Anthony Davis, ils récupèrent tous les jeunes des Lakers, et ils ont encore des joueurs qui sont performants, comme tu vois, ils ont encore joué Holiday, ils ont encore des joueurs qui sont intéressants, et on le voit, hein, même dès la draft de Zion, il y a déjà des over-under assez lunaires sur ce qu'aurait pu faire cette équipe. Et entre-temps, dans les joueurs qui ont occupé, il y a Brandon Ingram qui devient, entre guillemets, on va dire un joueur qui était marketé au début du projet, puisque c'était le joueur qui avait le plus d'expérience, entre guillemets, si on met à part Lonzo Ball, ou du moins qui était plus identifié comme star talent, vraiment, ou avec notamment sur le côté offensif. Et on s'est rendu compte que au final, les Pelicans ont été obligés de construire un effectif avec Zion et un effectif sans Zion. Et la problématique qui s'est passée avec Brandon Ingram, c'est que le contrat qu'il a en sortie de contrat rookie, il l'a mérité sur les années, sauf qu'au moment de re-signer et c'est-à-dire qu'au moment de re-signer et d'aller chercher un nouveau deal pour son prochain contrat, les Pelicans ne sont pas autant enclins à lui donner l'argent qu'il veut. Et moi, la situation de Brandon Ingram, je trouve qu'elle est particulière tout simplement parce que, à mon avis, à mon humble avis, ce n'est pas uniquement une question sportive. Il y a une partie financière, et je pense que si le contrat de CJ McCollum n'est pas dans les finances, Brandon Ingram a déjà re-signé avec les Pelicans. Ouais, c'est possible. Et c'est vrai que CJ McCollum pourrait être dans la catégorie d'aujourd'hui des indésirables, mais j'ai l'impression qu'il coche pas assez le côté star power, le côté élément déterminant d'une franchise. C'est devenu malheureusement aujourd'hui, après son passage où il était option 2 et où il était cadre à Portland, un joueur finalement qui est une 3e ou une 4e option dans l'effectif des Pelicans, et malheureusement pour lui, il n'a plus le statut même d'être considéré dans notre liste d'indésirables, alors qu'il le pourrait.
alors qu'il le pourrait. C'est-à-dire que c'est vraiment bon, terrible. En plus, bon, il a fait le CBA, c'est acte terrible pour toute la ligue. Ben, tu as un mot à dire sur Brandon Ingram parce que je pourrais me lancer, mais euh, j'avoue que le parallèle avec OKC, je le trouve hyper pertinent parce que OKC, tout fonctionne, tout va dans les bons rails. Les Pelicans, c'est absolument l'inverse. Et Brandon Ingram, finalement, n'a pas été le SGA des Pelicans du tout, comme je pense les Pelicans l'avaient prévu. Et est-ce que le deuxième joueur des Pelicans sera Chet Holmgren? Ça, c'est un autre sujet. Mais à quel moment, en fait, on se pose la question du côté structurel des échecs du côté des Pelicans et juste pas de la malchance ou des problèmes au niveau des general managers, des joueurs, en fait. Il y a un moment où cette franchise a eu deux talents générationnels ou borderline générationnels. Je parle au moment de leur draft, entre Anthony Davis et... trois, du coup. Anthony Davis, pas depuis... J'allais finir. De Herb Jones ou pas? Chris Paul, avec non, Chris Paul. Pas depuis. Oui, Chris Paul, ouais. Depuis que la franchise est tenue par les Benson qui tiennent aussi les Saints en football américain, ils en ont eu deux. Et alors autant on peut critiquer le fait que les deux fois les superstars ont montré quelques faiblesses peut-être au niveau des blessures dans certains aspects, mais encore une fois il y a des problèmes, de graves problèmes. Tom parlait du comparatif avec OKC en termes de choix, et moi je trouve que le problème des Pelicans et Brandon Ingram, encore une fois pour moi c'est une représentation d'un autre concept, c'est que les Pelicans, le fait que tu sois avec une franchise où il y a très peu d'ambition, où il y a très peu d'intérêt qui est porté sur les Pelicans localement, parce qu'il y a le football américain, parce qu'il y a le foot universitaire, ça t'amène à une inertie, mais un manque de mouvement total. C'est une franchise qui est assez passive, en fait, sur ses mouvements. Il y a certes eu des gens de Temeray, mais par exemple, je trouve que c'est une franchise qui, et notamment au niveau de ses dirigeants, qui attend beaucoup que les choses se fassent, qui attend beaucoup que, tout simplement, par peur peut-être de perdre certaines choses ou par peur de perdre ce talent générationnel, sachant que ton seul moyen d'en attirer un, c'est la draft à la Nouvelle-Orléans, il y a assez peu de mouvement. En fait, Brandon Ingram aurait dû être bougé un peu avant. Anthony Davis, il y a d'autres choix qui auraient dû être faits au niveau de, je pense, des joueurs qui doivent l'accompagner. Et ce qu'on voit actuellement, par exemple, Tom parlait des jeunes joueurs des Lakers qui ont été amenés. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en a fait des jeunes joueurs des Lakers? C'est plutôt ça qui pose question. Tu vois, par exemple, Lonzo est dans une situation où, alors, il revient en basket, mais le fait qu'à la fin, Lonzo parte en free agency, ça pose des questions sur cette capacité de la franchise à améliorer et à tirer le meilleur parti de ses jeunes talents ou de ses assets. Oui, la seule chose ambitieuse qu'ils aient fait, c'est DeMarcus Cousins et Anthony Davis en même temps dans la raquette. C'est finalement aligner ces deux stars-là avec Jrue, etc. C'était très ambitieux, mais Tom, tu voulais rajouter un truc sur ce que Ben vient de dire, j'ai vu. Ouais, je pense que c'est un peu un contre-coup. Je pense que l'immobilisme que tu as noté, Ben, c'est un contre-coup du rush qu'il y a eu avec Anthony Davis. C'est-à-dire que pour Anthony Davis, la franchise s'est rushée parce qu'il est devenu entre guillemets trop bon trop tôt. Ils ont dilapidé des assets sur Omer Asik, sur c'est vrai. Sur Omer Asik. Première fois qu'on cite Omer Asik depuis Gordon, 10 ans. sur Tyreek Evans, sur sur des joueurs comme ça où ils ont dilapidé vraiment beaucoup d'assets. Et au final, quand le moment de pouvoir offrir un supporting cast décent, en tout cas de faire miroiter Anthony Davis qui aurait pu avoir un supporting cast plus important, il y avait plus d'assets. Et du coup, je pense que dans la reconstruction avec Zion, ils ont fait le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont été très attentistes puisque ils avaient des pics des Lakers d'un côté, ils ont pu revendre Jrue Holiday à très bon prix de notre côté, et ils avaient quelque chose qui pouvait fonctionner avec tu vois, les Brandon Ingram, tout ça. Donc ils se sont dit on va pas trop investir, et en fait la seule certitude qu'on a avec les Pelicans, c'est qu'ils ne paieront pas la taxe. C'est-à-dire que c'est une franchise qui a un budget, et dans ce budget tu fais le maximum, mais tu restes dans le budget. Le plus important, c'est de rester dans le budget, mais pas forcément d'avoir des choses sportives. Et on voit, ils ont re-signé des joueurs cet été, notamment Trey Murphy. Il faut que de l'autre côté, ils se débarrassent d'autres joueurs pour pouvoir être à l'équilibre. Et l'une des raisons, on l'avait dit notamment lors du trade de DeJounte Murray, si DeJounte Murray, il n'a pas un long contrat avec un salaire contrôlé par rapport à ce qu'il y a,
dans la ligue, il n'arrive pas aux Pelicans. Plus que le joueur, c'est le contrat. Tu sais que dans ta grille salariale, tu as un meneur de jeu qui est plutôt correct à un tarif qui est plutôt correct. Point. Et la conclusion de tout cela, c'est que c'est une franchise qui est structurellement pas adaptée à un talent générationnel, en fait. C'est parce que pour entourer un talent générationnel, tu dois payer la taxe et tu dois être ambitieux et tu dois être un peu créatif. Mais pour le coup, c'est une franchise qui, pour se rendre dangereuse, doit rusher pendant les années où son franchise player a son contrat rookie. Sauf que le franchise player quand il avait son contrat rookie, il y avait tellement d'incertitudes. Voilà, il pouvait pas jouer, donc ils n'ont rien pu faire. Ils ont l'herbe l'herbe est systématiquement coupée sur le pied. Sans et jeu c'est de le mots. cas. Absolument. et c'est le cas. Oui, c'est clair. Et c'est le cas. C'était le cas pour Anthony Davis et c'est aussi le cas pour ce qui se passe aujourd'hui chez eux. Il y a peut-être un problème de staff médical du côté de la Nouvelle-Orléans, je sais pas. Les moustiques, je sais pas ce qu'ils font aux jambes des gens là-bas, mais c'est très grave. En vrai, les anciens joueurs, on parle souvent. C'est qui? C'est Jeff Tick? Non, c'est pas Jeff Tick. Qui avait dit quand t'es aux Pelicans, tu manges les restes des Saints sans vrai. C'est sur en termes de structure. Il me semble que c'était Cousins qui était passé dans, je crois, le truc de Stephen Jackson, All the Smoke, je crois. Ah, peut-être. Et qui avait dit quelque chose comme ça, ouais. Je sais plus, mais c'est terrible. C'est terrible. On rappelle à une époque, ils partageaient le même. C'était plus le cas, je crois maintenant, mais le même staff médical des Saints. Oui. Donc c'est-à-dire que ça expliquait qu'en fait, bref, c'était le deuxième staff. C'était la deuxième vague de blessures. C'est terrible. C'est terrible parce que tu gâches quand même des talents qui sont phénoménaux, quoi. Zion Williamson, Anthony Davis, Brandon Ingram. C'est quand même beaucoup de premiers tours. C'est quand même, tu vois, c'est quand même des talents quand même costauds, quoi. Tu imagines ces talents dans une structure qui est bonne. Ça n'a rien à voir, tu vois. Ça n'a rien à voir. Quand tu vois, par exemple, d'autres talents peut-être inférieurs en termes de skill pur, mais qui explosent dans des franchises qui sont très bien structurées, ça te donne quand même beaucoup d'envie pour les Pels, mais malheureusement, c'est pas le cas sur la génération d'aujourd'hui. Et effectivement, c'est un problème de structure et c'est un problème en haut, au-dessus des joueurs. Et c'est ça qui est difficile pour les Pelicans et c'est triste que ça en arrive à faire basculer des joueurs dans des statuts d'indésirables. Parce que finalement, le plus indésirable du côté des Pelicans, c'est pas les joueurs, c'est peut-être effectivement la structuration de la franchise, quoi. On passe le président, le propriétaire. Ouais, exactement. On passe à un duo de joueurs, les gars, dont les rumeurs parlent beaucoup ces temps-ci parce que les deux franchises n'ont pas un intérêt commun, mais en tout cas discutent. Je pense qu'il y a une franchise qui est clairement beaucoup plus à même de discuter que l'autre. L'autre, à mon avis, elle s'en fout complètement de ce que les Suns sont à dire. Je veux évidemment parler de Jimmy Butler et de Bradley Beal. Les Suns essaient de faire un bourrage papier au Miami Heat de Pat Riley sur Bradley Beal contre Jimmy Butler. Ça ne passe évidemment pas. Le Heat a un petit peu de jugeote. Et donc, les Suns espèrent faire passer une troisième franchise dans l'équation pour faire le trade. Mais on a deux joueurs qui sont All-Star dans leur carrière. On a deux joueurs qui ont porté leur franchise en play-off. On a deux joueurs qui ont des contrats très hauts sur l'échelle salariale et particulièrement Bradley Beal. On a ces deux joueurs-là qui sont indésirables aujourd'hui à NBA. Ben, est-ce que tu peux noter quelques différences entre les deux statuts d'indésirables de ces joueurs? Parce que c'est quand même pas la même chose, c'est pas le même deal entre Bradley Beal et Jimmy Butler. Et évidemment, patientez quelques minutes, j'arrive sur Bradley Beal. Il est chaud bouillant. Alors, en fait, pour moi, le caractère fondamentalement différent de leur statut d'indésirable, c'est qu'il y en a un qui se les crée en fait volontairement. C'est-à-dire que il y a 3 semaines, Jimmy Butler demande pas son trade, il est pas dans cette émission. En fait, c'est d'où l'astérix qui arrive plus tard que j'ai imposé parce que pour moi c'est exactement la même chose sauf que dans le multiverse le joueur en question n'a pas encore demandé son trade ou ne l'a pas demandé. Déjà il y a cet aspect-là. Après il y a l'aspect contractuel mais qui se pose pas de la même manière. Pour reprendre un peu les voyants que j'utilisais, l'aspect contractuel pour Jimmy Butler c'est d'un point de vue personnel, c'est-à-dire qu'il a une option joueur et clairement Jimmy Butler veut re-signer un contrat important. Le fait est que plus que
actuellement, la question que je vois beaucoup sur Twitter, c'est qui veut Jimmy Butler? Je pense que la vraie question, c'est qui veut payer Jimmy Butler? C'est celle-ci qu'il faut se poser. Et qui veut payer Jimmy Butler sur 3 ans à entre 100 et 120 millions? En fait, c'est ça, grosso modo. Qui est prêt à faire ça? Il y a un seul Gus et quelqu'un qui il n'a veut pas le payer des choix. cactus. ouais, quelqu'un qui a pas le choix et pas grand monde. Hein. C'est pour ça que moi, ma première réaction, et vous pouvez témoigner, le jour où on a, je sais plus qui a envoyé l'info dans la conversation, c'est mais il a quelle marge de manœuvre en fait, Jimmy Butler, dans cette histoire-là? Donc là, on a d'un côté un joueur qui est plus dans une approche contractuelle, donc son statut d'indésirable est clair maintenant, mais c'est de son fait. Là où Bradley Beal, c'est plus une question de point de vue terrain, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un écart mais abyssal entre son contrat et son rendement terrain. C'est-à-dire que c'est un joueur, tu l'as dit, Greg, on en parlait en off, qui peut-être peut apporter des choses en tant que 6e homme, mais vu le salaire gargantuesque, il est pas là pour être 6e homme. Donc, un statut d'indésirable autre, et lui aussi qui s'inscrit plus dans le projet d'un point de vue performance terrain et d'un point de vue peut-être timeline aussi par rapport à ce qu'il apporte. Donc, 2 statuts d'indésirable. Tu l'as très bien dit, Greg, ce trade n'arrivera jamais. Je sais pas je sais pas Jimmy Butler globalement qui le conseille sur ces dernières semaines, mais c'est peut-être pas très avisé certains des mouvements qu'il a pu faire. Donc voilà, 2 statuts d'indésirables et on pourrait être face à 2 indésirables qui restent indésirables pendant quelques semaines encore. Oui, clairement, il y a une grande probabilité que ce trade ne se fasse pas parce que il faudrait quand même trouver un sacré gros pigeon pour être la 3e équipe. Et toutes les dames sont parties il y a 2 mois aux États-Unis à Thanksgiving. On n'en trouvera pas une autre dans les franchises NBA. À mon avis, ça va être compliqué. Moi, c'est un trade que je sais même pas si je le souhaite pour les Suns, à vrai dire. J'ai pas envie que Matisse Bia soit le dindon de la farce et assume 3 ans de Jimmy Butler qui finalement veut pas trop forcément jouer les saisons régulières, etc., etc. J'adore les 2 joueurs pour autant, mais je comprends tout à fait leur statut d'indésirable. J'aime beaucoup ce que Bradley Beal est capable de produire sur le terrain, mais j'ai l'impression, ce que je vous disais en off, que Bradley Beal est parfois à contre-temps de l'équipe, ou en tout cas que l'équipe est à contre-temps de Bradley Beal, parce que sur le début de saison, c'est peut-être celui des 3 stars avec Kevin Durant quand il est là, mais en tout cas loin devant Booker, qui montre le plus d'entrain et le plus de motivation dans les matchs où il est titulaire. Et il a finalement assez bien avalé le fait d'être dans la 2e équipe, c'est-à-dire de sortir du banc. Il a juste dit que pour lui, c'était un starter NBA, je le crois, dans une équipe qui tank ou dans une équipe qui joue le play-in, c'est un starter NBA. Mais c'est pas un starter NBA d'une équipe qui a des ambitions comme les Suns en ce moment ou qui auraient le statut de contender. C'est la grosse différence avec Zach LaVine. Et c'est pour ça que j'insistais quand on parlait de Zach LaVine sur le fait que Zach LaVine est un indésirable qui peut être désiré par d'autres équipes. C'est que je pense pas qu'aujourd'hui Bradley Beal soit un indésirable qui puisse être désiré par une équipe à la hauteur de sa no trade clause. C'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire, Tom? C'est ça en fait. C'est ça le point de bascule. Problème. C'est ça le point de bascule. C'est la no trade clause le point de bascule. Absolument. Le point de bascule du problème Bradley Beal, c'est sa no trade clause. C'est que à aucun moment, je pense, une équipe contender, c'est-à-dire une équipe pour laquelle Bradley Beal sera prêt à lâcher sa no trade clause, va dire on veut Bradley Beal. Ou alors vraiment, il faut qu'on m'explique des choses qui appartiennent au domaine spirituel, quoi. C'était vraiment, on est dans autre chose. On est dans autre chose et j'ai pas de compétences. Mais là, je pense que sur la no trade clause de Bradley Beal, je pense qu'aucune équipe pour laquelle Bradley Beal pourrait dire oui va proposer de prendre le contrat de Bradley Beal. Et du coup, on est sur un indésirable qui reste indésirable avec son contrat. À mon avis, ça finit la saison du côté des Suns et on avise cet été. Mais je vois pas la situation bouger pour Bradley Beal et les Suns. Je la vois par contre bouger pour Jimmy Butler, simplement parce que Jimmy Butler n'a pas de no trade clause et Pat Riley est un dirigeant avec de la poigne et je peux voir Pat Riley envoyer Jimmy Butler dans un endroit qui est pas forcément désirable pour Jimmy Butler. Vous le sentez pas comme ça, les gars? Ah non. Non. Moi, alors, ça va s'envenimer, je pense, mais ça va pas bouger. Ouais. Vous pensez que ça va pas bouger et que du coup Jimmy va partir sans aucune contrepartie pour Pat Riley? C'est ça, il va rester parce que le truc. Tu penses qu'il va rester, ok. Mais ça devient intéressant. Le truc, je vais laisser Tom, c'est que
qui a l'argent auquel prétend Jimmy Butler cet été? Personne ne l'a. Et la seule équipe qu'il a, c'est les Nets. Et les Nets, ils ont déjà dit niet. Donc, il le trouve où son contrat, en fait, Jimmy Butler, sur le marché cet été? Non, il active l'option. Après, on peut se dire que Jimmy Butler, c'est pas la première fois qu'il trouverait une parade, puisque on rappelle que quand il arrive à Miami n'a pas de cap space, hein. Miami n'a pas de cap space et il trouve un moyen, il trouve un moyen d'envoyer Josh Richardson à Philly pour créer l'espace pour pouvoir re-signer Jimmy Butler. Donc après, c'est vrai que la problématique qu'il y a encore une fois avec Jimmy Butler, c'est vraiment le côté financier, quoi. C'est quelqu'un qui s'agite parce que et je pense que c'est un divorce qui était inévitable à prévoir. C'était à prévoir et c'était inévitable parce que lui, son objectif, c'est d'avoir le meilleur contrat possible. Là où l'objectif du Heat, c'est peut-être ils ont compris, je pense, que l'équipe n'est plus assez bonne. Ils ont compris que l'équipe n'est plus assez bonne et c'est une équipe qui a malheureusement essayé de faire des petits moves, par exemple en faisant venir Terry Rozier, des choses comme ça. Et ces petits moves-là leur ont empêché désormais de faire de gros moves parce qu'ils ont des pics qui doivent, il faut gérer des problématiques de pics. Donc, tu peux plus du coup améliorer ton effectif. Tu peux plus améliorer ton effectif à la hauteur de ce que demanderait peut-être un joueur comme Jimmy Butler. Et en même temps, tu arrives au moment où il faut payer, entre guillemets, Jimmy Butler. Jimmy Butler qui, pour l'instant, en tout cas, hein, à chaque fois qu'il y a eu ces situations-là où on se demandait, ça fait beaucoup quand même pour Jimmy Butler, ce contrat. À chaque fois, il a rendu ça, entre guillemets, plutôt intéressant pour l'équipe. Bah écoute, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui a payé Jimmy Butler qui le regrette aujourd'hui dans sa carrière. Par contre, peut-être que la prochaine équipe le regrettera. Oui, et en fait, ça. tu veux pas, comme tu disais, Ben, tu ne veux pas être l'équipe qui veut payer Jimmy Butler. Et l'autre problématique qu'il y a avec Jimmy Butler, c'est la notion de pre-agency. C'est un terme qui a été popularisé par Ben Simmons. Le fait que aujourd'hui, contractuellement, avec le nouveau CBA, on sait que ça va être difficile, notamment parce que il y a plus cette explosion du cap qu'il a pu y avoir en 2016. Ça va être difficile quand tu es un joueur de cet âge-là de trouver une équipe qui va dépenser 50 millions de cap sur toi sans devoir faire participer le Heat. On voit que sur des montants comme ça va être plutôt des sign and trade et tout ça. Et on voit très bien que, voilà, tu vas faire un sign and trade demain, l'équipe pour laquelle tu fais le sign and trade, non seulement elle s'affaiblit parce qu'elle doit envoyer des choses à Miami, tu dois collaborer, entre guillemets, avec Miami, mais en plus, elle est hard capée parce qu'elle te reçoit et tu es obligé d'avoir un contrat de minimum 3 ans. C'est ce que veut Jimmy Butler. Donc lui, c'est dans son intérêt. Et en fait, avec Jimmy Butler, pour faire un autre parallèle avec quelque chose qui s'est déjà passé, je trouve qu'on se retrouve un peu comme la situation, je sais pas, vous souvenez, la situation de Chris Paul à la fin des Clippers, juste avant qu'il arrive aux Rockets. C'est-à-dire qu'il a un énorme contrat. On se dit, mais je me souviens, Ben, on avait rédigé un article à 4 mains. On va se dire, mais non, les Clippers, ils peuvent pas payer ça avec Blake Griffin qui va toucher tant. Cet article n'est jamais sorti, je crois. Mais en tout cas, on avait pris beaucoup de plaisir à le rédiger. Et on s'est dit, mais en fait, il va activer son option et il va être transféré peut-être durant l'intersaison. Mais je pense que ouais, ça va être un gros jeu de poker menteur. Et vu ce que semble demander Jimmy Butler, je pense pas qu'il obtiendrait exactement ce qu'il veut. Donc vous voyez Jimmy Butler au 8 la saison prochaine? Pas la saison prochaine, mais au 1er juillet, mais toujours sur le même contrat. Pour moi, il sera toujours sur le même contrat, mais autre part. On sait que les joueurs aujourd'hui, la seule chose que garde un joueur, peu importe ce qu'il arrive dans la ligue, c'est son contrat. Tu peux changer d'équipe, tu peux changer de niveau de jeu, mais tu gardes le contrat que tu as signé. Et puis, moi, je trouve quand même, les gars, qu'on parle contrat. Il y a une problématique terrain, en fait, qui commence à se poser avec Jimmy Butler. C'est pour ça qu'on parle contrat. Oui. Parce que s'il n'y avait pas la problématique terrain, on parlerait pas de contrat. Mais alors, j'ai déjà commencé à jeter quelques pistes sur ça dans le DH20, mais je trouve que globalement, le traitement médiatique de Jimmy Butler et toute cette période actuelle est encore une preuve de ça. J'ai jamais vu un joueur avec un tel traitement médiatique favorable, alors que concrètement, là, on est en train de parler d'un joueur qui aura 36 ans au début de la saison prochaine, qui demande un deuxième trade de sa carrière, qui le fait
de manière qu'on pourra juger plus ou moins classe, ça, je vous laisse juger, mais je trouve que NBA Twitter est bien plus sévère avec d'autres joueurs qui ont fait 15 fois moins, mais bref, Jimmy Butler a une espèce de légende autour de lui, et c'est un joueur que j'aime bien, mais qui lui permet de sortir de pas mal de choses. Mais en fait, concrètement, niveau terrain, pour reprendre un peu ce que tu as dit, Greg, une équipe qui a des ambitions avec Jimmy Butler. Alors déjà, tu as le problème de la présence. Jimmy Butler est souvent absent. Il y a aussi le deuxième problème, c'est Jimmy Butler sur le terrain, mais Jimmy Butler qui joue pas vraiment. Clairement, tout le monde sait qu'il gère certains de ses matchs. Moi, je suis une équipe, et je l'avais dit ça dans le DH20, à l'Ouest. L'Ouest où il faut gagner tous les matchs, où il faut jouer tous les soirs. Bah, est-ce que j'ai envie de payer Jimmy Butler pendant quelques années, alors qu'il va peut-être de plus en plus gérer ses matchs et qu'il y a des problèmes de capacité à rester en bonne santé en play-off et de répétition d'efforts en play-off? Je sais pas, donc... En fait, pour moi, la question, c'est, et je peux pas griller l'épisode de l'année de chaque année, mais la question, c'est si Jimmy Butler, pour toi, dans ta tête, il n'est pas DH20 en septembre 2025, c'est un mec qui a aucune marge de manœuvre contractuellement. C'est pour ça que la seule équipe qui s'intéresse à lui, c'est une équipe dirigée par un type qui a bien compris qu'il avait un laps de temps de 2 ans pour craquer le second d'apprendre et qu'après, il va être pris à la gorge et payer des sommes astronomiques et perdre des pics qu'il n'a même pas. Donc, il se rush sur Jimmy Butler parce que le fit terrain hypothétique et potentiel fait sens, davantage d'accès au cercle, etc., de la défense et tout, comparé à Bradley Beal, et de la taille, et qu'en plus, il se débarrasserait, entre guillemets, d'une no-trade clause qui pourrait faire... obstacle à une reconstruction rapide ou à un retooling, un réoutillage autour de Devin Booker dès cet été. Parce que si les Suns restent 12 ou 13e là, moi je vois pas Kevin Durant trouver que les Suns sont désirables pour la saison prochaine. À mon avis, l'été va être en mode déménagement. Donc voilà pour le côté Jimmy Butler et Bradley Beal. C'est une équation qui est faussement reliée, mais qui est intéressante parce que dans les médias et notamment sur le NBA Twitter, comme tu dis Ben, ça parle beaucoup, mais je suis pas sûr que ça s'écoute vraiment. Le dernier cas, le cas Zion Williamson. Williamson, Ben, je te lance dessus. Tu as voulu aborder ce sujet. Je fais un petit disclaimer, juste en disant que là où Jimmy Butler a un statut d'indésirable parce qu'il a déjà dit qu'il voulait quitter la franchise, Zion a prouvé qu'il ne jugeait pas que la franchise était prioritaire dans sa vie, vraisemblablement. Mais pour autant, il ne s'est pas positionné pour la quitter. Donc on est dans un statut hybride où lui n'a pas montré qu'il était indésirable, en tout cas, il n'a pas provoqué le statut d'indésirable. Mais il y a plein d'autres raisons pour lesquelles il peut l'être. Je me permets juste, Ben, pour dire que, alors certes, de ce côté-là, ça n'a pas été fait, mais il y avait eu des bruits à un moment donné que Zion Williamson aurait pu être disponible pour le pick 2 qui est devenu Scoot Anderson. Merci Tom pour ce petit apport. Si on reprend l'idée, les gars, j'avais énoncé au début des voyants, en fait, ils sont pas au rouge chez Zion, mais ils sont à l'orange. Et en fait, le voyant qui est à l'orange, c'est celui du projet. En fait, c'est-à-dire que niveau prix, ça va. Niveau performance, c'est peut-être à l'orange, peut-être aussi. Et niveau projet, c'est un orange vraiment fort, quoi, foncé. Orange sanguine, c'est la saison. Exactement. Pourquoi moi j'ai voulu inclure Zion? Parce qu'en fait, je pense que la réflexion peut se commencer à émerger du côté des Pels, et c'est là où pour moi c'est très important. C'est que pendant des années, on nous a dit Zion va demander à partir en prenant l'équation du point de vue de Zion. Et pour moi, l'équation commence à se poser du point de vue des Pels. Et c'est là où c'est de plus en plus intéressant. Alors, je vous arrête tout de suite. Ils vont pas trader Zion dans les 2 prochaines semaines. Je dis juste que, pour moi, se pose la question de où se situe Zion dans le projet des Pels et quelle importance et aussi quel poids il donne à Zion Williamson, qui est censé être leur franchise player dans leur projet. On est un joueur qui est dans sa 6e saison, qui a donc 25 ans, qui est en théorie à son prime. Si tu prends les joueurs qui sont sur la même timeline que lui en tant que grand franchise player et potentiel DH20,
on est tous d'accord, et c'est pour ça que je voulais l'inclure dans ce podcast, c'est le seul où il y a une question vis-à-vis de sa place dans le projet à plus long terme. En fait, tous les autres sont solidement installés. Alors, c'est du fait, et c'est pour ça que tout à l'heure, je voulais vraiment en parler. Pour moi, il y a des problèmes structurels du côté de la Nouvelle-Orléans, où c'est une franchise qui est incapable d'entourer un talent générationnel. Il y a aussi des questions tout simplement de présence. Zion, depuis qu'il est arrivé en NBA, il a joué 44,6% des matchs possibles. Vous voulez un point de comparaison? Après sa 6e saison NBA, Embiid en avait joué 43. On parle de Joel Embiid qui a raté 2 saisons. Il a joué 43% de ses matchs. Zion est à 44,6. Il y a un monde où il est en dessous de Joel Embiid après 2 saisons. Il y a les problèmes de comportement. Alors moi, j'aime pas trop parler du hors-terrain, mais quand tu suspends ton franchise player pour violation de la conduite d'équipe, ça veut dire qu'il a dû faire des dingueries parce qu'il a dû rater beaucoup de vols où il a dû être en retard vraiment à de nombreuses reprises parce que tu fais jamais ça en général. C'est vraiment en dernière instance. Donc voilà. Je dis pas que Zion est indésirable. Pour moi, c'est un cas qui est un petit peu sur le côté, comme tu l'as dit, Greg, mais c'est une question qui se pose vis-à-vis du statut d'un joueur qui est dominant quand il est sur le terrain, mais dont on se pose des questions sur la nature du projet au sein de la franchise. C'est le prochain. C'est le prochain sur la liste. La pente est très glissante, en tout cas. La pente est vraiment très glissante pour Zion Williamson. À tout moment, il peut avoir un statut d'indésirable sur le dos et ça peut aller très vite. Et ce qui, pour moi, me fascine d'une certaine façon, m'intéresse en tout cas, c'est à quel point lui le provoque et à quel point ça convient aussi d'une certaine façon aux Pelicans. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils sont tellement passifs que si le joueur décide lui de faire un move, eh ben on s'accordera avec. Ok, on le suspend, ok, on lui donne peut-être une amende, etc. Machin, on le punit parce que son comportement vis-à-vis des autres joueurs n'est pas réglo. Mais si lui demande son trade, est-ce que c'est pas la meilleure façon pour que des franchises en face se décident enfin à proposer quelque chose? Parce que nous, on n'est pas capable de le faire en interne. Tu vois, je pose la question sur la table. Il est tout à fait possible que j'ai 100% tort et je laisse les fans des Pelicans venir en commentaire m'insulter. il y a le droit. Mais j'ai l'impression que peut-être c'est pas plus mal pour tout le monde que ça aille, qu'on se laisse glisser dans la pente, quoi. Après, les Pelicans, on va dire que cette saison, c'est leur saison de l'enfer. Hein. C'est un peu la saison qu'a vécu Dallas il y a 2 ans, que Memphis a vécu l'année dernière. Et du coup, là, c'est la saison la Southwest est maudite que les Pelicans vivent cette année, où effectivement, il y a énormément de blessures. Alors, que ce soit les stars ou le supporting cast. Mais c'est vrai que la problématique, entre guillemets, qu'il y a avec Zion Williamson, c'est que quand il revient, il se blesse souvent, mais la valeur de l'espoir. Et je trouve que on parle souvent d'ici de la valeur de l'espoir et à quel point l'espoir peut justifier l'immobilisme, l'attente et tout. Et en fait, Zion Williamson, c'est peut-être l'un des seuls joueurs qu'on a évoqué ce soir où la certitude qu'on a de lui ne permet pas de passer à une stratégie d'espoir. Là où pour les autres, on préfère avoir l'espoir que les avoir. Zion, tu te dis, je préfère avoir Zion qu'avoir l'espoir parce que tu as l'espoir que Zion joue, tout simplement. Et s'il joue, c'est pas un joueur qui te laisse dans ton plafond. Il est capable, en jouant 80 matchs, de te faire de péter ton plafond, tout simplement, quoi. C'est ça. Vraiment, il est vraiment capable de te péter ton plafond. C'est 82 matchs de Zion Williamson à plein potentiel, à plein régime, c'est MVP candidate. C'est DH10 peut-être. Donc, en tout cas, c'est DH10 matériel. Je dis pas qu'il le fera et qu'il sera dans les MVP ladders si jamais ça arrive, ce qu'on lui souhaite évidemment. Mais c'est ce genre de matériaux, c'est ce genre de talent. Donc, évidemment que la Nouvelle-Orléans est dans une situation difficile, mais je les vois bien quand même espérer peut-être passer à une phase suivante plus tôt qu'on ne le pense. Mais là, clairement, c'est au doigt mouillé, les gars. En fait, c'est pour moi, c'est là où les deux parties sont prisonnières un peu d'elles-mêmes. C'est que
tu peux pas trader un talent comme Zion. Tu peux pas trader un joueur potentiel DH20 qui était dans le DH20, d'ailleurs dans le dernier DH20. Tu peux pas le trader sous prétexte que peut-être hors terrain c'est pas extraordinaire ou qu'il est souvent blessé, parce que la possibilité pour que tu passes 10 ans sans avoir un joueur de ce calibre-là, en particulier quand tu es la Nouvelle-Orléans, est beaucoup trop élevée. Donc tu le traderas pas. Mais de l'autre, on peut se poser la question sur les perspectives à moyen terme, long terme des Pels. Moi, c'est une question que je me posais en préparant l'émission, c'est qui serait prêt à mettre vraiment de l'argent sur le fait qu'en 2028, à la fin de son contrat, Zion sera encore aux Pels? Qui est prêt à vraiment mettre de l'argent là-dessus? Je pense pas que beaucoup de personnes soient prêtes à le faire, ce qui est encore une fois fou, parce qu'on parle du deuxième contrat d'un joueur DH20 et qui est dans son prime. Donc, on voit bien qu'il y a un truc qui colle pas dans la description que je suis en train de faire. Donc, c'est pour ça que d'un côté, Zion est prisonnier de cette situation, les Pels sont prisonniers de cette situation, et Zion l'est aussi. Pourquoi? Parce que moi, je pense, tu vois, Greg, que les front office poseraient beaucoup de questions à trader pour Zion. Rappelons que nous, on pense très souvent, quand on pense front office, ils sont obsédés par comment rendre leur équipe meilleure. Ils sont obsédés par des choses très terre à terre aussi. C'est comment je me fais pas virer. Et je pense qu'un move à la Zion, c'est un move qui t'envoie à Pôle emploi si il rate. C'est-à-dire que les potentialités pour que le move se retourne contre toi et soit catastrophique sont assez immenses. Donc, c'est potentiellement un move que tu pourrais avoir pas envie de faire. C'est aussi pour ça que Jimmy Butler, les gars, moi je n'y touche jamais. Un joueur qui a déjà forcé sa sortie à 2 ou 3 reprises, un front office, pour lui, c'est un peu des pinces thermonucléaires. Hein. Tu veux pas y toucher vraiment. Après, avec Zion, sans te couper, Greg, non, je t'en prie. Tu dis Ben qu'il y a peut-être aucun front office qui va peut-être faire. Je dis pas qu'il y en a aucun. Je dis que c'est pas seulement ils vont pas penser seulement à l'apport terrain de Zion, ils vont aussi penser à la potentialité d'un move, comment le move pourrait se retourner contre eux très rapidement. Ce qu'on pense pas, nous, en tant que fans. Oui. Mais tu vois, moi, je me dis, quelqu'un qui sait déjà qu'il va potentiellement se faire virer, qui a rien à perdre, il sait qu'il sera peut-être pas là pour la prochaine itération. Il se dit, de toute façon, c'est soit je m'achète du temps, soit je m'achète du temps et je déconstruis, soit je fais un move qui peut me permettre de rester encore. Et on a déjà vu ça. On a Dell Demps, encore une fois Dell Demps, DeMarcus Cousins, Dell Demps. On a vu déjà. Les 80 millions sur Ryan Anderson, sur les trucs comme... On a vu. Ah oui, c'est vrai. Le problème, c'est que c'est la même franchise. Ils peuvent pas s'auto-trader, des gars. Et c'est là où, tu vois, je trouve que le cas Pelicans est assez fascinant, c'est que non, c'est la même franchise, et le cas Zion, pour moi, il est d'autant plus fascinant que qui, en termes de prototype de franchise, pourrait s'offrir Zion? Pour moi, c'est typiquement une franchise qui sait qu'elle a déjà une première option, peut-être pas assez forte. En gros, c'est une franchise qui est bloquée dans le milieu de tableau. Et là où, pour moi, le prototype Zion pose problème, c'est que si on pense vraiment que Zion peut avoir des problèmes hors terrain en termes de motivation, ce que je ne sais pas, à quel point être trader dans une équipe mid pourrait faire en sorte de le motiver. Ça, je sais pas. Ça dépend dans quel sens elle arrive dans le mid, pour moi. Mais par exemple, imagine ça se passe super bien à Washington ou ça se passe super bien aux Hornets dans 3 ans. T'as une courbe qui est ascendante sur la Laisse-moi tranquille avec les Hornets. Si je bourre pas les Hornets à chaque épisode, je suis pas content. Bon, je vais juste citer les Wizards. Imagine Bilal Coulibaly, Bub Carrington, tous les rookies des Wizards, ça se passe super bien. Dans 3 ans, tu as une équipe qui est jeune, avec des joueurs qui sont autour des 24-25 ans. Tu as besoin d'un joueur qui est un tout petit peu plus âgé, sur peut-être un 2e ou un 3e contrat. Du coup, pour Zion, ce sera son 3e contrat, si je ne me trompe pas. Ce que tu disais au début, Tom, est-ce que tu tentes pas ce mec pour faire justement pour l'espoir de péter ton plafond tout en étant sûr que tu as déjà les joueurs planchers? Tu vois, moi, parce que t'es Washington. Personne ne va venir chez toi à la free agency. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce genre de franchise qui malheureusement sont moins sexy que d'autres sur la free agency, un peu à la façon de Denver, des Wolves, etc., etc. Donc, tu vois, ce genre d'équipes qui sont dans un process de reconstruction, qui arrive à la dernière étape, qui doit passer un cap avec un trade ou en mettant un énorme contrat à la free agency sur un mec, est-ce qu'elles vont pas le faire, quoi? Tu vois, un peu à la
ouais, je sais pas, la Kyle Kuzma ou ce qu'elles ont essayé de faire à l'époque ou j'en sais rien, tu vois. Mais, tu vois, moi, je pense plus que ce serait le contraire. Je pense plus que ce serait une équipe qui tenterait ça, ce serait une équipe qui, sa fenêtre s'est refermée et qui doit la réouvrir. Et qui doit prendre un risque pour la réouvrir, un peu comme les Suns ont fait avec Kevin Durant. C'est-à-dire que on a vu Chris Paul, il aurait pas pu aller plus haut que ce qu'il vous a mis parce que son niveau commençait à baisser et ce qui les faisait n'était pas remplacé par l'évolution des autres joueurs autour. Les Cam Johnson, les Mikal Bridges, ils évoluaient aussi dans leur rôle, mais ils ne compensaient pas ce que faisait Chris Paul. Donc du coup, tu t'es rendu compte que si tu restes comme ça, ok, ces mecs-là ils vont progresser, mais moi je vais pas, parce que mon premier initiateur ou du moins mon maître à jouer ne me permet plus d'aller là où je veux aller. Et tu vas te retrouver à faire un move, alors pas un move de panique, mais tu vas dire que tu vas prendre un plus gros risque pour réouvrir ta fenêtre parce que ça coûte cher d'ouvrir sa fenêtre. Tu vois, quand Minnesota, quand ils font le trade pour Rudy Gobert, ça coûte cher. C'est ça. En fait, je pensais à ça dans ma tête. Ils arrivent en finale de conf, mais ça coûte très très cher. Les Mavs, quand ils font les finales de conf également, mais pour réouvrir la fenêtre, il a fallu trade pour PJ Washington, trade pour Daniel Gafford, faire venir Kyrie avant, finir d'éponger les pics pour Porzingis. Ça avoir coûte la très réussite cher. à la draft Derek Lively, tu vois. Ça coûte très très cher en fait. Et ça c'est quelque chose qu'il faut pas sous-estimer. Mais du coup, moi ce que tu dis là, ça me fait penser à une équipe. C'est les Bucks dans 1 ou 2 ans, quoi. Alors ils ont déjà fait ce move là, non? Ils ont essayé de faire un premier move avec Lillard. Lillard, pour moi, c'est le deuxième move parce qu'il y a déjà le premier move au Holiday, tu vois. Oui, d'accord. Mais parce que la fenêtre était vraiment ouverte avant le jour Holiday. Tu vois, pour moi, c'est la fenêtre. Vous dérespectez Eric Bledsoe. Absolument. Alors là, pour le coup, oui. je parle à la mauvaise personne. Non, mais je pense que la fenêtre des Bucks n'était pas ouverte à l'époque. Oui. Pour moi, par exemple, si Lillard, ça fonctionne pas, vu l'âge en plus de Lillard, l'âge de Lopez dans la raquette et tout, peut-être que d'un point de vue fit terrain, ça n'irait pas Zion, Giannis parce que c'est les mêmes postes, etc., etc. Et que, bon, les lignes de drive, tu vois, il n'y en a pas beaucoup finalement sur un terrain. Mais c'est peut-être ce genre d'équipe dont la fenêtre se referme inexorablement parce qu'elle a été grande ouverte à un moment donné et qu'il faut peut-être pas abuser, c'est la NBA quand même, tu vois. Mais peut-être que c'est ce genre de move que pourraient faire les Bucks. Il y a peut-être aussi les Warriors dans le lot, mais bon. C'est pour ça que là, on va avoir l'impression que je me contredis, mais moi, si je suis un front office, j'appelle les Pels pour Zion. J'appelle vraiment parce que autant j'ai beaucoup insisté sur le côté négatif d'un potentiel deal, mais je pense que par rapport contractuellement performance terrain, c'est peut-être dans les joueurs de son âge, c'est peut-être celui que tu peux avoir pour le moins cher en fait, compte tenu de ce qu'il peut t'apporter, parce qu'il y a le hors terrain, parce qu'il y a etc. Donc c'est pour ça que encore une fois, je tiens à préciser parce que ça peut être mal interprété. Je ne dis pas que les Pels vont considérer Zion Williamson comme indésirable. Je dis juste qu'en fait lui, il est dans une situation complètement unique d'un point de vue compte tenu de son statut, d'être comme ça, un joueur qui est plus ou moins depuis sa saison rookie dans les rumeurs de trade. Enfin, je me rappelle qu'il y avait des émissions sur ESPN, saison rookie, il va finir à New York, rappelons quand même. Donc, oui. Je me souviens de ça. Je me souviens que les fans de New York étaient à fond. Zion Williamson et Kevin Durant en septembre, ça va être le feu. Yes. Exactement. Yes. Donc Bobby Portis. donc tu vois, moi c'est un dossier que je pense qu'il faut suivre surtout parce que, et Tom, tu as bien fait de le préciser, la saison des Pels est absolument catastrophique. Enfin voilà. Je pense que justement cette saison va peut-être rebattre les cartes puisque si ils ont entre guillemets de la chance à la draft et se retrouvent avec un haut choix, ça pourrait pousser, ça rendrait plus facile le divorce avec Zion. Mais comme tu dis Ben, ça n'existe pas des joueurs potentiels All-NBA encore sous contrat qui ont des contrats avec une telle flexibilité potentielle si jamais ça se passe mal qui arrivent sur le marché. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ce sera le mot de la fin de ce podcast. Ça n'existe pas. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup les gars pour ce pod qui était super intéressant. La notion d'indésirable en NBA, si ça vous parle, n'hésitez pas à engager la discussion évidemment sur Twitter et puis
sur l'ensemble de nos réseaux ou en commentaire YouTube, tout simplement. On se fera un plaisir de vous lire et peut-être de vous répondre si vous êtes sympa. Je vous laisse les gars, je vous souhaite une excellente soirée. On se dit sans doute à la semaine prochaine. Il y a peut-être une petite pâtisserie qui se prépare. Pâtisserie de maison qui se prépare. On vous embrasse très fort et à très bientôt dans Dunk Hebdo. Ciao. Salut. Salut.